Mercredi 6 mars 2024, Song Yadong compte bien prouver qu'il est le meilleur boxeur de sa catégorie samedi soir en affrontant Petroyan. Marlon Vera qui n'en a rien à faire de ce que pensent les gens de son premier combat contre Sean O'Malley. On parlera bien sûr de toutes les actualités majeures du jour. C'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Petroyan et Song Yadong vont s'affronter ce week-end. C'est un combat qui devait déjà avoir lieu il y a quelques mois en Chine. Petroyan s'était blessé, le combat avait été annulé. Song Yadong, pour lui, c'est l'occasion de montrer qu'il est le meilleur boxeur de la catégorie. Il estime que celui qui peut le challenger dans le domaine, c'est Petroyan. Alors forcément, en le battant, il prouverait qu'il est le meilleur boxeur des poids coqs de l'UFC. Il estime aussi que ce sont tous les deux d'excellents strikers et c'est quelque chose qui le motive énormément en amont de ce combat. Il estime même avoir le niveau pour pouvoir boxer des pros. Il dit, moi je m'entraîne avec des boxeurs professionnels, je serais pas gêné si un jour je devais monter sur le ring et affronter ces gars-là. Et puis surtout, la victoire contre Petroyan, c'est une façon pour lui de se rapprocher du titre, parce que même si Petroyan est sur une grosse série de défaites, je crois qu'il est sur 3 défaites de suite, ça reste un ancien champion. Il y a eu un long layoff, mais il pense que ça va pas l'affecter. Il dit non, l'inactivité, les défaites, tout ça, je pense que Petroyan, mentalement, il est très fort. C'est pas quelque chose qui va l'affecter. Et puis on a demandé à Song Yadong, je rappelle que c'est un Chinois, mais qui s'entraîne aux États-Unis avec la team Alpha Male, la team de Uriah Faber. Et on lui a demandé s'il comptait pas s'entraîner en Chine un jour, parce que le MMA est en train de se développer. Ils ont des championnes. Lui, forcément, il veut devenir le premier Chinois homme champion de l'UFC. Et il dit non, le problème c'est qu'en Chine, j'ai beaucoup de distractions. Il en avait déjà parlé. Il est beaucoup sollicité, ne serait-ce que par la presse, etc. Mais il dit j'ai aussi beaucoup d'amis. Bon, j'ai ma famille, il a sa femme, 2 enfants. Il dit moi, quand je vais aux États-Unis, j'y vais tout seul. Je suis concentré sur mon camp d'entraînement. J'ai pas de distraction. Je fais que ça. Je m'entraîne. Je rentre chez moi. J'ai pas beaucoup d'amis. Donc pour ma carrière, je pense que le mieux pour moi, c'est de rester aux États-Unis et de faire mes camps là-bas. Écoutez, c'est un combat duquel on ne parle pas beaucoup parce que les deux, bon, c'est pas des adeptes du trash talk, Petroyan, c'est plutôt un taiseux. Song Yadong, c'est pareil. Après, Song Yadong, faut quand même souligner, il fait l'effort de parler anglais. Il a un traducteur avec lui pendant les interviews, mais le gars ne sert pas à grand chose, honnêtement. Donc, il fait cet effort, il essaye de se vendre. Moi, c'est un combattant que j'aime beaucoup. Je le trouve peut-être un peu limite pour devenir champion, mais écoutez, c'est une catégorie de dingue et tout est possible. Et hier, je vous ai parlé de Sean O'Malley, je vais donc vous parler de son prochain adversaire, Marlon Vera, la revanche. Je rappelle que Marlon Vera avait fini Sean O'Malley sur TKO, quoi qu'on dise, blessure, pas blessure, en tout cas le résultat, c'est le résultat. Et du coup, Vera l'a dit aux journalistes, moi, on me parle toujours de la blessure, on me parle toujours de ci, de ça, moi je m'en fiche, j'ai gagné. Aujourd'hui, si je suis combat pour le titre, c'est parce que j'ai battu Sean O'Malley, c'est pas juste parce que je l'ai affronté. Et ce que vous pensez, moi, bon, ça m'importe peu. Il estime aussi que les deux ont beaucoup progressé depuis et que lui, le tournant de sa carrière, ça a été le combat contre José Aldo. Ça a changé les choses, ça a changé sa vision des choses. Il estime avoir été arrogant dans ce combat et avoir beaucoup appris. Et le détail, c'est qu'à la fin du deuxième round, il dit je trouvais que j'avais le dessus, que je gérais bien. Et puis j'avais l'impression que José Aldo était rincé, qu'il n'en pouvait plus. Et du coup, au début du troisième round, je lui ai foncé dessus. Je me suis dit, allez, je vais le finir. Et finalement, j'ai été puni. Il a réussi à me prendre le dos et ça a été un enfer. Ça a été une grande leçon d'humilité pour moi. Sans cette défaite, je ne sais pas où j'en serai aujourd'hui parce que ça m'a permis vraiment de revoir mon jeu, mentalement de changer les choses. Et c'est quelque chose qui m'a été très bénéfique. Et concernant son combat contre Sandhagen, là par contre il dit j'ai pas appris grand chose, j'étais à côté de mes pompes, j'étais pas moi-même ce soir-là, c'était pas une super performance, mais malheureusement c'est le genre de choses qui arrivent. C'est sûr que s'il arrive face à O'Malley dans le même état que contre Sandhagen, ça peut être compliqué, même si c'est pas le même type de combattant, je pense pas que O'Malley puisse amener la même menace au sol que Sandhagen, même si on peut toujours être surpris en MMA. Sinon, dans cette soirée, Merab Dvalishvili sera le backup fighter, donc si O'Malley ou Vera se blessent, normalement, c'est Merab Dvalishvili qui combattra, il va se peser, etc. Il a combattu il n'y a pas longtemps, mais ça peut être une belle opportunité pour lui. D'ailleurs, Matt Brown, il a déclaré que celui qui devrait combattre O'Malley, normalement, ce serait Merab Dvalishvili parce qu'il a tout ce qu'il faut, il a mérité, il a battu qui il devait battre, et il pense qu'un jour, il sera champion et qu'il va régner pendant un long moment. C'est pas impossible. Sur cette même carte, on aura Rafael Dos Anjos et je suis tombé sur une statistique, excusez-moi, très intéressante. Ça va être la première fois qu'il combat dans les prélims d'un événement de l'UFC depuis 2014. Et sinon, depuis 2014, il a fait 18 ou 20 combats en main event ou co-main event. Franchement, c'est hallucinant. Très très fort de la part de Rafael Dos Anjos. Là, il va affronter Gamrot. Comme quoi, il est pas très loin dans les classements parce que Gamrot, il est tout là-haut aussi. Et faut quand même le souligner, s'il n'est pas tout jeune, c'est l'ancien champion de la catégorie, je le rappelle pour ceux qui ne le sauraient pas.
Vous savez que Ned Diaz voudrait combattre à la Sphère au mois de septembre. Et il y a un auditeur l'autre jour qui me dit, ah, tu penserais quoi d'un McGregor contre Diaz à la Sphère? Je dis, ouais, bah, j'y crois pas trop, mais je pense qu'on va en entendre parler. Et ben écoute, une semaine plus tard, on en entend parler, puisque McGregor a déclaré qu'il voulait combattre le jour de l'Independence Day du Mexique, hein, à la Sphère en septembre. Il dit, le plan c'est Chandler au mois de juin et Diaz au mois de septembre. Est-ce que ça va se faire? Je suis pas convaincu. C'est sûr que ce sera un main event de dingue, mais je pense pas que ce soit vraiment les plans de l'UFC aujourd'hui. Ça aurait été il y a quelques années quand les deux étaient au top. Je pense que Dana White aurait signé tous les jours. Mais là, j'ai un petit doute quand même. On a Mohamed Mokaev, hein, vous savez, ça parle beaucoup de sa chance pour le titre ou pas à l'UFC 300. Il a dit qu'il serait prêt. Là, il est revenu, il a fait une petite sortie sur les réseaux. Il dit voilà, si j'avais fini Perez, je pense que j'aurais mérité sans aucun doute mon title shot. Malheureusement, je ne l'ai pas fini. Ça n'a pas été ma plus belle performance. Je voudrais combattre Royval pendant 5 rounds pour mon prochain combat, donc sûrement un main event, pourquoi pas, ce serait mérité, mais de toute façon, je vais prendre qui l'UFC me propose, je vais pas choisir mon adversaire et je fais ce qu'on me dit de faire, je suis prêt. Donc on lui souhaite de sortir une plus belle performance, même si je le rappelle, il a quand même pris la victoire, hein. Michael Bisping, lui, il va dur sur Jake Paul. Il explique que son dernier combat, c'était sûr qu'il allait le gagner. Il n'y avait personne en face. Il dit même, je serais pas étonné que vous retrouviez son combattant qui conduise votre Uber. Bon, elle est un peu dure celle-là, mais il dit qu'en gros, Jake Paul manque de respect à la boxe en faisant ça. En gros, il arrange ses combats, il prend que des gars qu'il est sûr de battre. Et il dit c'est irrespectueux quand tu sais qu'il y a des combattants, des boxeurs qui se donnent à fond pour réussir et puis qui gagnent pas d'argent, qui gagnent rien du tout. Et lui, juste grâce à sa notoriété, il fait beaucoup d'argent et entre guillemets des combats faciles. Alors après, c'est vrai, je suis d'accord, mais le truc, c'est que Jake Paul sur une carte, ça amène des yeux et ça permet aussi à d'autres combattants moins connus, peut-être, de se faire connaître. Alors, il y a deux sons de cloche là-dedans. Je comprends aussi ce que veut dire Michael Bisping, hein. Lui, il a affronté les meilleurs toute sa carrière. Là, il voit un mec qui sort de nulle part, qui prend beaucoup d'argent, qui a beaucoup de notoriété. Je peux comprendre que ce soit compliqué, mais je suis pas sûr que ce soit si mauvais que ça pour la boxe au final. Et comme on est en boxe anglaise, on y reste. On a Inoue qui va affronter Nery le 6 mai. Bon bah Inoue, hein, c'est toujours du très très beau, donc ça va se passer au Tokyo Dome au Japon, peut-être à horaire française, du coup peut-être le matin, ça serait plutôt cool à regarder. Et puis pour la transition boxe MMA, hein, Francis Ngannou bien sûr, son prochain adversaire Renan Ferreira, qui a expliqué que s'il battait Francis Ngannou, ce qu'il pense qui est possible, il serait dans la conversation pour être le meilleur poids lourd combattant de MMA au monde à l'heure actuelle. C'est pas faux, une victoire contre Ngannou, ça te donne ce statut, mais après, il y aura toujours ces histoires de UFC, PFL, qui est le meilleur, etc., etc. Mais en effet, battre Francis Ngannou, là, franchement, ce serait un sacré statement, comme on dit. J'ai oublié de vous le dire, hein, mais cette semaine, un peu plus tôt, il y a Aljamain Sterling, il a une émission sur YouTube, il aurait entendu des bruits de couloir selon lesquels Marlon Vera aurait eu un camp d'entraînement très mauvais. Alors, c'est pas impossible, parce que la salle où s'entraînait Marlon Vera, elle a fermé, il fallait en ouvrir une nouvelle. Ça a pu peut-être interférer, il avait dit que ça poserait pas problème, mais peut-être. Et voilà, il dit, moi j'ai entendu ça, il paraît qu'il a eu un mauvais camp, donc bon, je le dis, c'est tout. Et Michael Bisping a dit que c'était complètement faux, qu'il avait parlé avec Parillo, hein, le coach de Marlon Vera, qui lui a dit, non, pas du tout, on a eu un camp de dingue, regarde, je te montre des vidéos. Bisping dit, ouais, j'ai vu les vidéos, Marlon Vera, il est prêt, il est au top, il est affûté, etc. Je rappelle quand même que Michael Bisping, Parillo, c'était son coach, hein, donc Vera, Bisping, Parillo, c'est un peu la même équipe, donc forcément, ils vont pas se tirer dans les pattes. Et puis demain, on est mercredi, donc demain il va y avoir le combat du PFL, hein, Baki contre Doumbé, et on a appris que Chimaev serait apparemment dans le coin de Baki, et Doumbé a commenté comme c'est lui qui va combattre à sa place, 3 petits points, donc sous-entendu Baki ne va pas faire le poids ou Baki va se défiler au dernier moment, je sais pas. Bon, le trash talk continue, franchement j'ai pas trop suivi pour être honnête le trash talk, je regarderai le combat, mais voilà c'est tout, je suis pas trop dans le trash talk. Et puis nous ce soir, là j'enregistre, on est le matin, à 16h il va y avoir le début du Media Day, hein, les conférences de presse de l'UFC 299, donc demain forcément il y aura beaucoup de choses à dire, surtout sur Benoît Saint-Denis, il est assez discret, hein, je sais qu'il poste sur ses réseaux sociaux, etc. Là il a fait une interview avec ESPN, bon on n'apprend pas grand chose, et il explique que lui, il switch mentalement comme on dit dans le vestiaire avant le combat, il dit moi la semaine je suis plutôt détendu, je coupe mon poids, mais c'est dans le vestiaire vraiment où je passe en mode guerrier, et puis c'est tout, on n'a pas appris grand chose, il a parlé aussi qu'après forcément il voudrait le titre, mais que d'abord il faut prendre Dustin Poirier, chaque chose en son temps, etc. Donc on aura sûrement beaucoup plus de choses à dire demain. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un petit like, à vous abonner, et tout de suite on passe à la minute auditeur. Et je commence avec Michael Is qui me dit tu pronostiques quoi sur le match O'Malley-Vera? Honnêtement, moi je pense que O'Malley peut le faire, tout peut se passer, je le sais, il y en a qui pensent que Vera va faire durer le combat, qu'il va lui briser les jambes, etc. Peut-être c'est possible, mais O'Malley progresse vraiment beaucoup. L'interview que j'ai vue de lui dont je vous ai parlé hier, franchement il a l'air focus, il regarde ses sessions de sparring, il regarde les combats de Vera, j'ai l'impression qu'il est vraiment à 100% dans son entraînement, et je pense que ça va payer pour lui.
Ensuite, on a PPFF qui me dit « Je suis d'accord avec Royval concernant Mokaev, même si on sait qu'il était diminué lors de ses 2 derniers combats, il n'a pas montré qu'il avait le cœur de terminer son adversaire. Royval, c'était pas mieux, 3 petits points, ouais. Royval, la dernière perf était pas géniale, mais voilà, c'était quand même un combat, il a amené de l'intensité. Et puis tu me dis concernant Sean O'Malley, on voit suite à ta vidéo d'hier qu'il est pas là par hasard. Non, non, c'est clair. La seule chose qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir eu des petits raccourcis pour arriver à la ceinture. Voilà, le seul gros nom qu'il a tapé, c'est Petroyan. Il était classé 9 à l'époque, il prend le numéro 1. Là, ok, il y a eu un raccourci. Le combat contre Petroyan, très 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 serré. Mais bon, voilà, il y a eu une progression tout au long de sa carrière. Moi, j'aime bien son style. Et on verra ce que ça va donner dans la cage ce week-end. Ensuite, il y a Oscar Akantara Casado qui me dit ce serait beau de voir O'Malley monter et affronter Volkanovski. Du coup, je répondais que lui, il était plutôt chaud pour affronter Topuria, même s'il avait dit à l'époque, si Volkanovski gagne, peut-être que dans quelques mois ou dans un an, je monterai pour l'affronter. Mais voilà, lui, il veut plutôt Topuria. Et après, tu me dis, mais moi, je préférais voir Holloway affronter Topuria. Et là, t'as pas tort. Moi aussi, chez les poids plumes, vraiment le combat que je veux voir. J'aimerais que la première défense de titre de Topuria, ce soit contre Holloway. Maintenant, Holloway, s'il fait une guerre contre Justin Gaethje, j'ai peur qu'il y laisse des plumes. L'idéal, ce serait que Holloway batte Gaethje sans prendre trop de coups, mais j'y crois pas trop, surtout sur le fait de ne pas prendre trop de coups contre Gaethje, et puis qu'après ils prennent Topuria, et là on aura un super combat, franchement. J'espère qu'on verra ça, mais bon, Holloway avec Gaethje, il a déjà de quoi s'occuper pour l'instant. Écoutez, on a fait le tour pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir écouté, et on se retrouve demain à 17 h. Passez une bonne soirée, salut!